Comme promis, voici le deuxième volet sur les structures. Et aujourd'hui, une structure pas des moindres, puisqu'il s'agit de la structure pervers. Elle s'est extrêmement démocratisée avec l'expression du pervers narcissique. Elle a été également éclatée en sous-ensemble avec Otto Kernberg qui a constitué des états limites devenus le fameux mot borderline. Mais tout cela est-il la même chose? Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces expressions? Il nous faut regarder ça tout de suite ensemble. Pour remettre les choses en place, on vient à peine de sortir de la psychose, c'est-à-dire que le moi est constitué. Nous constatons alors qu'il est possible qu'il se mette en place le narcissisme, c'est-à-dire la conscience de l'image que l'on a de soi-même projetée à travers les yeux de l'autre. Si le narcissisme est un trait de personnalité tout à fait acceptable, en revanche, il peut devenir un trouble de la personnalité lorsque celui-ci est envahissant. Or, si le moi est constitué, l'autre n'est pas encore constitué comme un égal de moi, c'est-à-dire un autre sujet. Une conscience égale en dignité, en droit, en devoir et ainsi de suite. Si Sigmund Freud disait déjà alors que l'enfant et l'adolescent sont des pervers polymorphes, c'est qu'à leur stade, c'est tout à fait normal de ne se préoccuper de personne d'autre que d'eux-mêmes. Je rappelle que le nourrisson a pris l'habitude de vous réveiller à 3h du matin s'il avait faim. La perte de ce privilège constitue pour beaucoup d'entre nous une blasitude extraordinaire. J'aimerais bien pouvoir me lever à 3h du matin et dire « Oh, sandwich là, il est où le sandwich ?» Eh ben ouais, sandwich. Malheureusement, ce temps est révolu. Il nous faut prendre conscience de l'autre et notamment de son besoin de sommeil, de son existence et de la vie qu'il mène en dehors de nous. Prenons l'exemple d'une personne qui va être caractérisée par le fait qu'elle n'a vraiment pas envie de faire comme tout le monde. En fait, à l'origine, il s'agit d'une angoisse. Si je suis comme tout le monde, alors je ne suis personne. Le problème de ce cas appartenant à cette structure, c'est que pour être sûr que je ne suis pas comme tout le monde, je dois d'abord savoir comment est tout le monde. En ça, je n'existe pas sans les autres. Et là, vous voyez l'une des formes que va prendre l'angoisse de solitude au cœur de la définition de la structure pervers. Elle peut prendre la forme de l'angoisse d'abandon, de la dépendance affective ou simplement de l'angoisse de solitude pure. Vous allez avoir des relations qui vont être facilement échangées, mais toujours enchaînées de manière très rapide pour réduire au minimum la période de temps où vous êtes seul. Ce qui va caractériser la pensée de la structure perverse, c'est que l'autre n'est pas un sujet. Il va être une fin, un moyen, un objet, un instrument, mais il ne sera pas un sujet à l'égal de moi-même. Lorsqu'il est proche de la psychose, le sujet pervers va développer une rébellion. Attention, il faut savoir que la structure pervers en elle-même n'est pas forcément néfaste. Elle est celle qui constitue notre esprit critique. Et comme je le dis toujours, si Abbas ibn Firnas s'était tenu à la phrase « Si Dieu avait voulu que l'homme vole, il lui aurait donné des ailes » avant de mettre au point son pseudo-deltaplane pour effectuer le premier vol dans toute l'histoire de l'humanité, eh bien il serait resté sur le plancher des vaches et l'aviation aurait pris 1000 ans de retard. Or, il faut un peu lutter contre les règles établies si nous voulons parfois faire avancer la connaissance. Mais cela devient une perversion dans le sens pathologique du terme lorsque l'on bouffe les droits de l'autre et non pas simplement l'expansion de notre propre liberté. Lorsqu'elle est encore collée à la structure psychotique, il va y avoir l'établissement d'un délire dans lequel va s'enfermer la personne souffrant de pathologie appartenant à la structure pervers. Exemple, le pervers narcissique. Il se croit permis puisqu'il existe dans une bulle qui est la sienne, dans laquelle il s'imagine être en puissance alors qu'il ne l'est pas, et il va agir en fonction de cette imagination. C'est une prise de position qui est basée uniquement sur une nécessité affective immédiate et non pas sur une réalité du monde. En gros, je me permets. Cela va bien sûr l'aider à compenser un complexe d'infériorité profond. La perversion effectue des renversements autour de 3 axes. Le contraire, l'inverse et l'opposé. Rappelez-vous que Montesquieu dit que la liberté c'est de faire tout ce que la loi autorise, le pervers dit que la liberté c'est de faire tout ce que la loi interdit, ce qui nous donne une idée de ce que va être la jouissance de transgression. S'il y a jouissance de transgression, c'est parce que dans la constitution du sujet, la loi a été utilisée de manière oppressive, en gros c'est une tyrannie, et non pas pour la défense des droits de l'individu. Fais ce que je te dis, pourquoi? Parce que je te l'ai dit. Voilà, là vous allez faire un pervers. Avant d'exploser dans les commentaires, rappelez-vous que l'implication n'est pas une réciproque. Or, si le borderline appartient à la structure perverse, ça ne signifie pas que le borderline est un pervers. En revanche, la personne pervers peut souffrir de troubles de la personnalité borderline. De même, de l'autre côté, il y a la névrose. Et, toujours chez Otto Kernberg, les états limites sont ceux qui sont collés soit à la psychose, soit à la névrose. Or, lorsque nous sommes collés à la névrose, mais que nous n'avons pas encore maturé jusqu'au basculement, alors il va y avoir la présence de culpabilité, notamment suite aux crises. Des crises hystériques, des crises de casse, des crises de nerfs, des crises d'angoisse, d'abandon. Il y a une culpabilité et une conscience de ces troubles qui
qui fait que bon nombre de gens qui ont été diagnostiqués avec un trouble de la personnalité borderline ont une volonté d'améliorer leurs symptômes pour améliorer leur vie. Ils ont donc une conscience que c'est sur eux qu'ils doivent agir, ce qui n'est absolument pas le cas des troubles de la personnalité de type narcissique. Pour le pervers narcissique ou la personne souffrant de troubles de la personnalité du spectre narcissique, il n'y a pas de problème, c'est vous qui avez un problème. Également extrêmement mal pris et mal compris, lorsque Freud associait la structure pervers à l'homosexualité, il ne s'agissait pas de les diaboliser comme des gens qui faisaient la sortie des écoles avec un grand manteau. Il s'agissait de reconnaître la loi qui leur était imposée comme hétéronormative, c'est-à-dire un homme se doit d'aller vers une femme et une femme se doit d'aller vers un homme. Or, si on a parlé de 3 axes du renversement, le contraire, l'inverse et l'opposé, regardons un peu comment cela s'articule dans le cas de l'homosexualité. Ce qui est symbolisé en mathématiques par 1 versus moins 1, ou bien 1 versus 0, ou bien 1 versus l'infini, cela prend forme dans le cadre de l'homosexualité comme la chose suivante. La loi hétéronormative demande à moi, un homme, d'aller vers une femme. Si je suis vers moins 1, c'est-à-dire que je vais faire le contraire. Moi, un homme, je vais aller vers un homme. Ensuite, 1 versus 0, je peux dire, si la nature me pousse à aller vers une femme, je refuse d'aller vers quiconque. 0. Ou alors, vous avez 1 versus l'infini, c'est-à-dire je vais faire absolument tout, sauf aller vers une femme. Bisexuel, pansexuel, furry, LGBTQ, RZ, et je retiens 2, on rajoute des lettres à chaque fois que prend une forme du déni de la loi hétéronormée. Donc si dans la littérature, vous voyez, parmi la psychanalyse, écrit que l'homosexualité appartient à la structure pervers, c'est pas une insulte, c'est une version mathématique de l'attaque de la loi qui, dans le développement de l'enfant, a été utilisée contre il ou elle. Attention, il y a des origines physiologiques des comportements et il y a énormément d'origines possibles à un même résultat. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'absolu. Je dis juste que c'est ce qui a été dit dans la littérature pour démarrer l'explication et la découverte de cette structure. La différence entre la spontanéité et l'impulsivité, c'est que l'impulsivité est une prise de position à partir d'une sensation, d'une émotion ou d'un sentiment, alors que la spontanéité est une prise de position par rapport à un raisonnement. Beaucoup de gens confondent un trouble de l'attention avec un je m'en foutisme de ce que raconte l'autre. Ce n'est pas du tout pareil. Et énormément de gens qui appartiennent à cette structure et qui souffrent éventuellement de troubles de la personnalité limite se pensent soit atteints d'un trouble de spectre autistique, soit atteints d'un trouble de l'attention avec hyperactivité parce qu'ils ont lu qu'il y avait de l'impulsivité. Mais l'impulsivité du trouble de l'attention n'est absolument pas l'impulsivité du trouble de la personnalité. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette structure, mais pour le moment, je vais vous laisser avec ça. Much better, thank you, Aziz.